2, 1. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette webconférence du mois de décembre. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal et bonjour à tous. Alors, nous allons faire un petit point d'actualité sur ce qui nous attend d'un point de vue réglementaire en 2023, dans tous les cas sur ce que l'on sait à ce jour. Cette webconférence va durer à peu près une demi-heure. Sur la deuxième partie, vous savez, on passera sur les questions que vous avez posées sur la partie droite de votre écran, sur le chat. Philippe il répondra à un maximum, mais on aura un temps d'échange après. La webconférence est enregistrée. Vous la retrouverez demain sur la chaîne YouTube d'Audience et vous pourrez aussi avoir accès au support sur le site d'Audience. Allez, nous allons commencer. Est-ce qu'on est bon? Oui, c'est bon Pascal, on peut y aller. C'est parfait. Alors, 4 grandes parties sur les changements attendus en 2023. On fera déjà un petit rappel sur les lois sur le pouvoir d'achat de l'été 2022. Juste un petit rappel parce qu'évidemment, elles vont continuer à avoir un effet sur 2023 au moins. Une petite vignette sur la réforme de l'assurance chômage telle qu'elle pourrait prendre effet au 1er février prochain. Quelques mots alors sur la paye, cotisation, plafond, abattement pour frais professionnels. On reparlera donc des changements attendus pour le mois de janvier, et puis un certain nombre d'informations réglementaires. Alors commençons tout de suite par un petit rappel sur les évolutions législatives de l'été dernier. Alors il y a eu deux textes, hein, une loi de finances rectificative et une loi sur la protection du pouvoir d'achat. Dans ces textes, qu'est-ce que l'on a eu comme information? Alors, le seuil de net imposable limite concernant l'exonération donc d'impôt sur le revenu sur les heures supplémentaires est passé de 5 000 à 7 500 euros avec un petit effet rétroactif. C'est valable depuis le 1er janvier dernier. C'est valable sur les heures supplémentaires, les heures complémentaires. On rappelle que les heures complémentaires concernent les salariés qui sont à temps partiel, hein, dans la limite entre leur temps partiel et le temps plein légal. C'est valable aussi sur les journées de travail pour les personnes qui sont en convention de forfait au-delà de 218 jours par an. Toujours concernant les heures supplémentaires, vous le savez sans doute, il y a parmi les dispositifs d'exonération une déduction forfaitaire de cotisation patronale au titre des heures supplémentaires. Cette déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémentaire était valable pour les entreprises dont l'effectif était inférieur à 20 salariés. Depuis le 1er janvier dernier, eh bien, les entreprises entre 20 et 250 salariés sont concernées aussi par cette déduction de cotisation patronale à hauteur de 50 centimes par heure supplémentaire. Autre nouveauté qui est apparue cet été, la monétisation des jours de repos. Le salarié peut demander à son employeur, celui-ci peut être d'accord ou non, de racheter ces jours de repos ou ces demi-journées de repos avec, ce que dit la loi, une majoration du prix d'au moins 10%. Et quand bien même il y a cette majoration, on retrouvera le même régime social et fiscal que sur les heures supplémentaires, c'est-à-dire une réduction des cotisations salariales et, dans certaines limites, une exonération d'impôt sur le revenu. Toujours sur cet été, on a eu une information concernant la limite d'exonération de la participation patronale au regard de l'achat des titres restaurants, qui est passé à 5,92 € et aussi un changement important, la possibilité d'acheter tout produit alimentaire. Un texte est sorti au mois de septembre qui a augmenté le montant de l'allocation forfaitaire des repas, et notamment pour les repas au restaurant, on est passé à 20,20 €. On rappelle que les frais professionnels
notamment les frais de repas, peuvent être pris en charge par l'entreprise de deux manières, soit un paiement au réel sur présentation de facture, soit le versement d'une allocation forfaitaire. Et donc, le montant de cette allocation forfaitaire pour les repas au restaurant, notamment, est passé à 20,20 €. Un changement aussi sur les frais de transport domicile-lieu-travail. Alors bon, on se souvient, c'est pas nouveau, que l'employeur a l'obligation de prendre en charge au moins 50% du prix d'un abonnement à un transport en commun domicile-lieu-travail pour ses salariés, mais il peut mettre aussi en place une prime transport ou un forfait mobilité durable. La limite d'exonération d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale est montée à 500 € par an. On a donc eu une hausse du plafond d'exonération d'impôt sur le revenu qui sera valable aussi en 2023. Et quelque chose de particulier, il y a une levée temporaire du non-cumul entre cette prime transport ou ce forfait mobilité durable et l'obligation de prendre en charge au moins 50% du coût d'un abonnement à un transport public. Ça, c'était encore cet été. Et puis, la dernière information de cet été, on s'en souvient, c'est l'évolution de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA, qui est transformée maintenant en prime de partage de la valeur, et ceci depuis donc le 1er juillet dernier jusqu'au décembre 2023. On est sur un principe identique avec une exonération de cotisation sociale, une exonération d'impôt sur le revenu sous certaines conditions. Toujours sur le même principe, c'est qu'il faut formaliser la mise en place du versement de cette prime, alors soit via un accord collectif, soit via une décision unilatérale de l'employeur, ou encore l'organisation d'un vote au sein de l'entreprise, un référendum. Alors ce qui change, c'est les plafonds concernant la possibilité d'exonération de cotisations sociales. Le principe, c'est jusqu'à 3 000 € par an, jusqu'à la valeur de la prime de 3 000 €. Ça peut monter jusqu'à 6 000 € dans certaines conditions, notamment les entreprises à partir d'un certain seuil qui ont mis en place un accord de participation ou un dispositif d'intéressement. Et en revanche, le versement de cette prime est exonéré de cotisations sociales uniquement pour les salariés qui ont une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels constatés au cours des 12 derniers mois précédant son versement. Il y aura une évolution vraisemblablement de la réglementation concernant cette prime de partage de valeur à partir de 2024, où le versement sera possible à tous les salariés, mais il n'y aura pas d'exonération de CSG ni de CRDS, et ni même d'impôt sur le revenu. On aura évidemment l'occasion d'y revenir à partir de 2024. Voilà, donc ça c'était un petit rappel sur ce qui s'est passé cet été. Alors, sur 2023, un petit mot sur la réforme de l'assurance chômage, les éléments de paye et quelques données sur des changements réglementaires. Alors, sur la réforme de l'assurance chômage, on attend un texte officiel, mais ce qui est prévu donc pour le 1er février 2023, c'est finalement un changement concernant la durée d'indemnisation. Une précision, ce que l'on va détailler concernant le changement n'impactera pas le régime d'assurance chômage des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, c'est-à-dire la réglementation des annexes 8 et 10. Ça ne changera pas. Donc ce qui changera, c'est, donc, on va dire pour le régime général, la durée d'indemnisation qui va être minorée de 25%. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est une nouveauté, c'est qu'il va y avoir une modulation de justement la durée d'indemnisation en fonction de la conjoncture économique et du marché du travail. Le petit schéma que vous avez à l'écran permet de comprendre. Si le taux de chômage constaté sur une période de 3 mois est inférieur à 9%, ce sont ces règles-là qui seront applicables, c'est-à-dire à partir de 2023, eh bien, une durée d'indemnisation réduite de 25% par rapport aux règles actuelles. A contrario, si l'on constate sur une période de 3 mois que le taux de chômage est passé au-dessus de 9%, dans ce cas-là, eh bien, on aura des règles dites plus protectrices, c'est-à-dire on reviendra aux règles actuelles, c'est-à-dire la durée d'indemnisation sera pour le coup augmentée de 25%
par rapport aux changements qui auront lieu au 1er février 2023. Donc ça, c'est une nouveauté et l'identification du taux est faite via un calcul lié aux règles instaurées par le Bureau international du travail. Philippe peut transmettre éventuellement les textes. Donc ça, application prévue au 1er février 2023 selon les textes à venir. Alors parlons maintenant un petit peu des changements alors techniques en matière de paye. Il n'y en a pas beaucoup finalement. Alors, le premier changement, c'est le plafond de la sécurité sociale. Alors vous pourriez dire, oui, comme chaque année, ben non, parce que rappelez-vous, en 2021 et en 2022, le plafond de la sécurité sociale n'a pas bougé pour les raisons économiques que l'on sait. Donc en fait, on est sur les mêmes valeurs du plafond depuis 3 ans. En 2023, il augmentera. Alors, il va augmenter de près de 7%. Alors d'une année à l'autre, c'est très important, mais s'il y avait eu une progression un peu classique sur les 2 dernières années, on serait arrivé à peu près à la même valeur. Alors vous avez donc les valeurs 2023, donc plafond horaire 27 €, plafond journalier 202 €, plafond mensuel 3 666 € et le plafond de la sécurité sociale sur l'année 43 992 €. On en profite pour faire un petit rappel sur l'utilisation de ce plafond avec les particularités liées à notre secteur. Vous embauchez un artiste du spectacle, musicien, artiste dramatique, artiste chorégraphique, chef d'orchestre, pour les cotisations dues à l'URSSAF, les cotisations de sécurité sociale. Dès lors que l'embauche de l'artiste est sur une durée inférieure à 5 jours consécutifs, le plafond pour la cotisation d'assurance vieillesse et de l'aide au logement se calcule de la manière suivante, 12 multiplié par le plafond horaire, multiplié par le nombre de jours. 12 fois 27 fois le nombre de jours, donc qui ne peut pas, qui est forcément compris entre 1 et 4. Ça, c'est spécifique pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. En ce qui concerne la retraite complémentaire, les règles, vous le savez, sont différentes pour les artistes et les techniciens non cadres. Ce sont, dans ce cas-là, les plafonds annuels qu'il faut appréhender. Donc, tant que sur un bulletin de salaire d'un artiste ou d'un technicien intermittent non cadre, le salaire n'atteint pas le plafond annuel, eh bien, les cotisations sont dues au titre de la tranche 1. En revanche, si le salaire venait à dépasser chez un même employeur sur l'année 2023 43 992 € en cumulé, eh bien, sur la prochaine paye, il n'y aurait des cotisations que sur la tranche 2, et ceci dans la limite de 8 fois le plafond annuel. Pour les intermittents cadres, toujours en matière de retraite complémentaire, le plafond à prendre en compte, c'est le plafond journalier, avec donc ce même principe, tranche 1, dans la limite du plafond journalier multiplié par le nombre de jours, et la tranche 2, entre le plafond journalier et 8 fois ce plafond journalier multiplié par le nombre de jours. Bon, les règles ne changent pas, c'est juste les valeurs qui changent, donc le logiciel de paye intègre ça sans difficulté. Voilà pour le plafond. En ce qui concerne les cotisations sociales, les taux, alors, eh bien, pas de changement. À ce jour, aucun changement de taux n'est prévu, que ce soit pour la sécurité sociale, pour les cotisations d'assurance chômage, pour les congés spectacles, pour audience en retraite complémentaire, pour Tali Santé ou pour l'AFDAS. 2 précisions cependant. En matière de congés spectacles, vous le savez, le conseil d'administration de la Caisse des congés spectacles décide chaque année une éventuelle modification du taux qui prend effet au 1er avril. Ce sont les règles usuelles. Donc, selon l'évolution de la réglementation, eh bien, on saura fin janvier si, au 1er avril 2023, il y aura un changement de taux concernant les congés spectacles. Pour le moment, le taux reste le même sur les 3 premiers mois de l'année, a priori. Et la deuxième précision concerne audience en matière de prévoyance. Vous savez que les cotisations de prévoyance, que ce soit sur les complémentaires santé ou sur les risques lourds, eh bien, dépendent du contrat, dépendent d'un certain nombre de paramètres. Donc, là, ce que l'on peut dire, c'est que pour les intermittents du spectacle,
pour le régime interbranche qui leur est propre, a priori, pas de changement sur les taux, mais en revanche, pour les salariés permanents d'une entreprise, les taux sont en fonction du contrat et sont en fonction de l'évolution de ce qui est dit par l'organisme assureur. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Peut-être un petit mot sur l'AFDAS. Pour rappel, depuis l'an dernier, la cotisation de la formation professionnelle et de l'apprentissage est recouvrée par les URSSAF, mais uniquement pour la part légale du taux. Si le taux propre à votre structure comprend une part légale mais un taux issu d'une négociation conventionnelle, le taux conventionnel continue à être recouvré par l'AFDAS, et ceci donc avec une date limite qui est de mémoire fin février. C'est le cas pour la cotisation des intermittents du spectacle qui est de 2,1%. 2% relève de la contribution légale, c'est donc déclaré en DSN et versé à l'URSSAF depuis janvier 2022. Mais en revanche, le 0,1%, qui est un taux, la quote-part du taux conventionnel, est recouvré par l'AFDAS selon le process habituel. En ce qui concerne, alors toujours les cotisations sociales, mais là plus précisément les cotisations conventionnelles, eh bien, il n'y a pas de changement à ce jour. Vous le savez, les cotisations conventionnelles, ce sont les cotisations qui sont dues selon les conventions collectives. Alors ça peut financer soit les contributions emploi-formation, soit le financement du paritarisme, ou bien encore, comme le FNAS et le casque, des fonds sociaux liés à un secteur d'activité. Donc, on passe en revue donc ce qui concerne la production audiovisuelle, la production cinématographique, avec un certain nombre d'acronymes que certains d'entre vous connaissent bien, la PAV, la CPNEF, le CCHSCT. Bref, pas de changement sur 2023 concernant les taux ou encore les plafonds ou encore les minima et les maxima. Production cinéma d'animation, prestations techniques, donc là on est sur les cotisations qui financent le paritarisme, idem pour les chaînes thématiques, la télédiffusion ou l'édition phonographique. Peut-être un point sur la télédiffusion. On rappelle que la convention collective de la télédiffusion est née l'an dernier et qu'il y a donc maintenant une sorte un regroupement de l'ensemble des chaînes de télévision sous cette convention collective dite télédiffusion. Elle regroupe quoi? Elle regroupe les chaînes thématiques et les chaînes généralistes. Auparavant, il y avait la convention collective des chaînes thématiques et pour les chaînes généralistes, elles avaient leur propre texte. Donc depuis l'an dernier, il y a une seule convention collective et donc il va y avoir maintenant un seul recouvrement concernant le financement du paritarisme. Vous retrouvez le détail alors à la fois sur le site servicepro.audience.org, vous savez, le AG Pro qui s'occupe de recouvrer les cotisations conventionnelles, mais sinon vous avez le détail à l'écran sur les périodes à partir desquelles c'est la nouvelle cotisation qui a le même taux finalement qui prend le pas sur la cotisation anciennement du paritarisme pour les chaînes thématiques. On termine avec les branches du spectacle vivant, branche du spectacle vivant privé, branche des entreprises artistiques et culturelles. Les taux sont les mêmes, pas de changement, que ce soit sur le financement du paritarisme ou les dispositifs d'action sociale, les comités d'entreprise mutualisés. On rappelle que toutes ces cotisations conventionnelles, eh bien, pour vous simplifier la vie, vous déclarez sur le site AG Pro dont l'adresse est marquée en bas de la page. Voilà, sur les taux. Alors, un point sur la déduction forfaitaire spécifique, communément appelée abattement pour frais professionnels. Alors, l'abattement pour frais professionnels, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis plusieurs décennies. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la possibilité qu'a un employeur d'appliquer un abattement sur le calcul des cotisations sociales pour certaines professions. Alors, vous avez un exemple à l'écran avec à gauche un bulletin de salaire donc de 200 € pour un cachet d'un artiste dramatique. Et à droite, le même bulletin de salaire avec abattement. Donc, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la plupart
des cotisations sociales, pas toutes, sont calculées non pas sur le brut, mais sur un brut dit abattu, du pourcentage, propre à chaque profession. En l'occurrence, on est sur un artiste dramatique, le taux d'abattement est de 25%. Bien. Alors, quelques rappels sur les points clés. Premièrement, l'abattement pour frais professionnels n'est possible que pour des professions limitativement énumérées dans le Code général des impôts. Et je vous ai mis dans chaque item la référence au paragraphe du bulletin officiel de la sécurité sociale. Vous savez que depuis 2021, nous avons un BOSS, un bulletin officiel de la sécurité sociale, qui a l'avantage de recenser l'ensemble de la réglementation concernant, pour le coup, la sécurité sociale. Donc, à chaque fois, vous avez sur chaque item la référence à ce fameux BOSS. Donc, premier point, des professions précisément identifiées. Ensuite, selon les professions, on a un taux variable. Dans notre secteur d'activité, grosso modo, le taux oscille entre 20 et 25%, selon qu'on parle d'un musicien ou d'un artiste dramatique, par exemple. Troisième point, pour que l'employeur puisse appliquer l'abattement pour frais professionnels, il faut soit qu'il y ait eu un accord collectif qui impacte l'entreprise, qui l'y autorise, soit qu'il y ait une autorisation expresse du salarié concerné. On retrouve les détails concernant ces points dans les paragraphes 2180 et 2190 du BOSS. C'est important parce que depuis 2 ans, il y a eu des précisions concernant la formulation de cet accord. Non seulement c'est un accord écrit, sans ambiguïté, mais en plus, point numéro 4, il faut que dans cet accord, l'employeur soit capable de démontrer qu'il a informé le salarié sur les conséquences de son choix. En l'occurrence, qu'est-ce que la réglementation demande? Eh bien, elle demande que dans le document sur lequel l'artiste dit oui ou non, il y ait une information qui dise que s'il applique l'abattement, il y aura une minoration de ses droits à retraite de base, à retraite complémentaire, aux indemnités journalières de la Sécu et potentiellement aux indemnités journalières complémentaires. Point numéro 7. Alors ça, c'est votre logiciel qui gère ça sans problème. L'abattement pour frais professionnels, le montant maximal de l'abattement, c'est 7 600 € par employeur sur l'année civile. Votre logiciel de paye gère ça. Si tout d'un coup le salaire, le montant cumulé des abattements atteint 7 600 €, le logiciel n'applique plus l'abattement. Point numéro 6, on a un principe qui est le principe de non-cumul. On ne peut pas cumuler l'abattement pour frais professionnels sur le bulletin et le remboursement de frais, sauf un certain nombre d'exceptions que vous trouvez dans un paragraphe du BOSS, le 2250. Point numéro 7, si tout d'un coup, le salarié qui aurait accepté l'abattement venait à être en arrêt maladie, par exemple, eh bien, durant cette période d'arrêt, la rémunération qui lui est versée ne doit pas avoir d'abattement, étant donné qu'à ce moment-là, il n'est pas en activité, c'est potentiellement logique. Et le point numéro 8, c'est donc le changement qui va apparaître en 2023, c'est que l'employeur doit disposer de justificatifs, c'est la condition supplémentaire. Donc à partir de 2023, si l'employeur applique un abattement, sous réserve bien sûr d'avoir eu l'accord préalable du salarié, il doit, durant la période du contrat, démontrer que le salarié a eu des frais et donc disposer de justificatifs. On trouve ça dans le paragraphe 2215 et 2140 du BOSS. En fait, on ne trouve pas grand-chose. Pourquoi? Parce que on n'a pas de précision sur les justificatifs qui seraient attendus lors d'un éventuel contrôle URSSAF. Donc, ce que l'on sait à ce jour, c'est que tout élément qui permettrait de prouver que le salarié a supporté une dépense dans son cadre professionnel au moment où il était sous contrat, eh bien, pourrait être recevable. Dans tous les cas, cette situation sera tout à fait probante en cas de contrôle URSSAF. Le contrôleur URSSAF qui identifierait un bulletin de salaire sur lequel il y aurait eu un abattement pour frais professionnels, il demandera à l'employeur, 1, de lui prouver que le salarié a donné son accord, 2, que le salarié a eu l'information des conséquences de son choix, et 3, il demandera à l'employeur, je parle toujours du contrôleur URSSAF, il lui demandera s'il est capable de fournir un certain nombre de justificatifs qui démontrent que le salarié a eu des frais professionnels durant le temps de son contrat.
Voilà. Et donc là, l'employeur devra fournir des justificatifs. Alors ces justificatifs, eh bien, on comprend qu'il va devoir les demander au préalable aux salariés concernés, de manière à les avoir dans 3 ans quand il y aura le contrôle URSSAF, enfin dans 3 ans ou dans 2 ans. Donc il y a une gestion matérielle, hein, à opérer, et donc potentiellement, si jamais l'employeur appliquait l'abattement sans avoir des justificatifs, eh bien un redressement. On n'en sait pas beaucoup plus à ce jour. On verra si en début de janvier, il y aura des précisions éventuelles de la part de la sécurité sociale, étant donné qu'à ce jour, il y a pas mal de, pas d'incertitudes, mais de manques concernant les précisions des justificatifs attendus. Donc en résumé, l'application de l'abattement pour frais professionnels est possible si donc il y a 3 conditions. 1, ça vise bien une profession qui est listée donc dans le Code général des impôts, artiste dramatique, artiste musicien, enfin la liste est précise. Si l'artiste concerné a donné son autorisation et a été informé des conséquences de son choix, et si l'employeur est capable de fournir, en cas de contrôle URSSAF, des justificatifs comme quoi, au moment où le salarié est venu travailler, il a eu des frais professionnels. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On termine avec quelques mots sur la réglementation. Un petit rappel, mais qui prend effet au 1er janvier prochain. Alors, rappelez-vous, quand au sein d'une entreprise, il y a un régime de prévoyance, ce régime de prévoyance doit être collectif et obligatoire. C'est-à-dire qu'il doit couvrir tous les salariés de manière obligatoire. L'enjeu du côté collectif et obligatoire, c'est un traitement social et fiscal de faveur. C'est-à-dire le fait que les cotisations patronales qui financent tel régime de prévoyance ne sont pas réintégrées au salaire brut, ils sont exonérés. Il peut y avoir, toujours en cas de contrôle URSSAF, une remise en cause du caractère collectif et obligatoire si les garanties de prévoyance ne sont pas maintenues en cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l'employeur. Typiquement, ce cas, la suspension du contrat de travail indemnisé par l'employeur, eh bien, on l'a connu durant la période du Covid avec le versement des allocations d'indemnité de chômage partiel. La conséquence, c'est que le fait de maintenir les garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l'employeur, la conséquence de ça, c'est que quand bien même le salarié est dans cette situation, il doit continuer à bénéficier des garanties de prévoyance. Eh bien, ce qui se passe, c'est que vous devez, dans l'acte qui a instauré le régime de prévoyance, prévoir cette situation-là. Donc, il y a potentiellement une mise à jour de l'acte qui a instauré le régime de prévoyance en intégrant dans ce document le fait que, oui, quand un salarié a son contrat de travail suspendu et qu'il bénéficie d'indemnité de la part de son employeur, eh bien, il continue bien à être couvert au titre du régime de prévoyance. Donc, pour ce qui est des entreprises qui ont instauré le régime par le biais d'une DUE, une décision unilatérale de l'employeur, eh bien, les entreprises doivent mettre à jour cette DUE en intégrant un paragraphe qui précise cela. Nous avons envoyé aux entreprises qui ont un contrat au sein de Audience Santé Prévoyance une information au mois de juillet sur précisément cette évolution réglementaire et sur la nécessité, enfin le rappel concernant la mise à jour de l'acte qui a instauré le régime de prévoyance, la DUE notamment. Voilà là-dessus. Et on termine avec 2 points. Alors, on est toujours dans le régime de prévoyance et là, plus précisément, sur la complémentaire santé. Vous le savez, toujours pareil, le principe dans le cadre d'une complémentaire santé au sein de l'entreprise, c'est que tous les salariés doivent être couverts, c'est le principe. Mais un salarié peut demander une dispense d'affiliation. Qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, depuis quelque temps, le salarié qui souhaite être dispensé de la couverture au sein de son entreprise peut toujours faire une demande, mais maintenant, cette demande a été simplifiée. Une déclaration sur l'honneur suffit. Elle doit juste indiquer, donc le salarié doit juste indiquer dans son document que l'organisme, il doit juste indiquer
l'organisme assureur auprès duquel il est affilié, donc son nom, les garanties auxquelles il renonce, les garanties donc du contrat de l'entreprise, et l'information comme quoi son employeur lui a bien indiqué les conséquences de son choix, c'est-à-dire les conséquences de cette dispense. Donc simplification dans les modalités de demande de dispense d'affiliation. Et une dernière nouveauté qui prend effet la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, le 26 décembre, concerne le versement du salaire. Vous savez que le salaire peut être versé de 3 manières, soit en liquide, dans la limite de 1 500 €, soit par chèque, pas de problème, soit par virement. Eh bien, c'est dans ce dernier cas qu'il y aura un changement à partir du 26 décembre. Vous devez vérifier que le relevé d'identité bancaire, bref, que le compte bancaire sur lequel sera versé le salaire, soit bien le compte bancaire de votre salarié ou éventuellement un compte bancaire dont il serait cotitulaire. Donc, il y a une vérification du RIB qui doit être faite au moment de l'embauche. C'est une obligation qui prend effet donc d'ici la fin de l'année et qui a pour but de protéger notamment les femmes concernant la réception de leur salaire. Voilà les informations qu'on pouvait rapidement dire sur une demi-heure au titre des changements de 2023. On se retrouvera le mercredi 18 janvier pour notre première webconférence de l'année 2023. Vous recevrez les invitations, mais sinon, sur Webikio, vous serez informé de la thématique que l'on abordera. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve sur le chat et je retrouve tout de suite Philippe pour les questions et réponses. Oui, alors Pascal, donc j'ai mis en favori donc un certain nombre de questions qu'on peut regrouper un peu par thématique. Il y a beaucoup de questions concernant notamment donc la prime de partage de la valeur. Si je prends la question d'Augustin, de Julie et de Lou, c'est un peu la même thématique. Est-ce qu'on peut librement verser des montants différents à certains salariés ou doit-on verser la même somme à chacun? Est-ce que la question de Julie, est-ce que le seuil des 3 SMIC doit-il inclure les commissions? Est-ce que, question de Lou, les intermittents peuvent-ils la percevoir et dans quelles conditions? D'accord. Alors, concernant la prime de partage de valeur, il y a la possibilité de moduler le versement avec un certain nombre de critères, comme par exemple l'ancienneté ou encore une fois des salaires élevés. Ces critères sont stricts, on les retrouve sur le site de l'URSSAF sans problème. Ils sont stricts, c'est-à-dire on ne peut pas les inventer et il faut faire attention à ça. Donc, prudence quand on souhaite moduler le montant de la prime à ses salariés, on utilise uniquement les critères qui sont prévus par le texte. On retrouve ce texte sur le site de l'URSSAF. Julie nous demande si on inclut les commissions. Les commissions, c'est du salaire, donc a priori, oui, c'est inclus. Pas de raison de les exclure. Les intermittents. Les intermittents sont des salariés, donc ils ne peuvent pas être exclus, mais la problématique potentielle, c'est que la prime de partage de valeur, elle est effective pour les salariés qui sont présents, enfin qui sont potentiellement présents le jour où la prime est versée ou présents le jour où la décision unilatérale de l'employeur a été conclue, d'une part. Et d'autre part, l'employeur, comme on vient de le dire tout à l'heure, peut prévoir des conditions, comme par exemple une condition d'ancienneté. Donc, est-ce que l'artiste ou le technicien est là le jour où la prime décide d'être versée? Est-ce qu'il est là le jour où la DIE a été conclue? Ce sont les points clés. Des questions après concernant donc l'abattement pour frais professionnels, une question de Geneviève notamment. L'abattement pour frais professionnels pour les journalistes, si la mention est incluse dans le contrat, n'est-ce pas suffisant? C'est délicat. Pourquoi? Parce que dans le contrat de travail, généralement le contrat il est proposé par l'employeur avec des paragraphes qui sont inscrits, si je puis dire, dans le dur. Donc la question c'est comment c'est formulé? Comment est-ce que l'article est formulé? Est-ce qu'il est formulé de la manière suivante? L'artiste accepte l'abattement ou le journaliste accepte l'abattement. Dans ce cas, il n'a pas le choix. Donc le mieux quand même, c'est qu'il y ait un document distinct sur lequel le salarié peut
lire l'information, notamment les conséquences de son choix, et cocher oui ou non. C'est beaucoup plus prudent. Ok. J'essaie de grouper les questions. Il y a aussi des Bien questions sûr. concernant la déduction forfaitaire spécifique. La question de Gwenaël. Pour la DFS, un même justificatif peut être présenté par l'intermittent à plusieurs employeurs. Une dépense pourrait servir à ses vacations chez plusieurs employeurs. Plusieurs questions sur cette notion de justificatif pour la déduction forfaitaire spécifique. Par rapport à ce qu'écrit Gwenaël, la réponse vraisemblablement est oui. Dès lors que effectivement il a fait une dépense qui va avoir un impact pour sur ces différents contrats de travail, oui, pourquoi pas. Encore une fois, on n'a aucune information là-dessus. Après, là, on est sur du bon sens. J'ai Augustin, je vois la question d'Augustin qui dit que nous avons eu comme info qu'il y aurait un nouveau moratoire en 2023 sur l'application de cette règle concernant la nécessité de fournir des justificatifs. On parle toujours de l'abattement pour frais pro. Oui, les partenaires sociaux sont en train de discuter avec le ministère du Travail pour voir dans quelle mesure il pourrait pas y avoir une adaptation des règles spécifiques au secteur culturel. À ce jour, on n'en sait pas plus. On verra en début d'année s'il y a des changements et si oui, on en parlera évidemment lors de la webconférence du mois de janvier. Il y avait une question aussi de Christine concernant le remboursement au forfait de 20,20 € et la question des justificatifs. Y a-t-il obligation d'avoir un justificatif pour prouver que le salarié a bien mangé au restaurant? Alors non, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation. Si l'entreprise utilise le versement, si l'entreprise verse les allocations forfaitaires, donc dont le montant pour le repas au restaurant est passé à 20,20 € depuis le mois de septembre, on considère que ces 20,20 € ont été utilisés conformément à leur objet, c'est-à-dire le fait d'aller au restaurant. Donc, il n'y a pas de justificatif à demander. C'est l'employeur lui-même qui fait son propre justificatif comptable, comme quoi il a versé ces 20,20 €. En revanche, si l'employeur verse une somme supérieure, eh bien, c'est là où il faut un justificatif. J'ai remis une autre question de Justine en favori. Bonjour, les contrats de chargé de production ou artiste au mois sont-ils concernés par la prise en charge partielle des repas et des transports? Est-ce que l'employeur doit également proposer obligatoirement une complémentaire santé? Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, ouais, deux questions. Alors, première question, la prise en charge. Alors, pour ce qui est des repas, ça dépend si le salarié a l'obligation de prendre ses repas à l'extérieur, au restaurant. S'il a l'obligation, oui, la logique, c'est de lui rembourser ce type de frais professionnels. Sur ce point-là, votre convention collective doit préciser les règles à appliquer. Ensuite, concernant la mutuelle, c'est-à-dire la complémentaire santé, dès lors que l'on parle des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, vous le savez, il y a un régime spécifique pour eux. C'est l'accord interbranche qui a instauré un régime de prévoyance et de complémentaire santé pour eux, qui est géré par audience. Donc, il y a une cotisation obligatoire que l'on trouve sur les bulletins de salaire et qui finance à la fois des risques lourds, mais aussi l'accès à une complémentaire santé. En d'autres termes, vous n'avez rien de particulier à faire, si ce n'est de verser cette cotisation à audience qui alimente le dispositif qui permet aux intermittents d'avoir une complémentaire santé. Alors, il y a des questions sur différents sujets. Une question aussi un petit rappel aussi, une question de Guinement. En matière de retraite complémentaire, le plafond de la sécurité sociale pour les cadres intermittents et le plafond journalier, dont le plafond mensuel proratisé au nombre de jours. C'est une question. Oui. Alors, en effet, la réglementation audience pour les cadres intermittents, à ce jour, et ça fait plusieurs dizaines d'années que c'est comme ça, c'est vraiment le plafond journalier en fonction du nombre de jours qui doit être utilisé et non pas une proratisation du plafond mensuel. Alors, il y a des questions un peu sur différents sujets. Une autre question aussi d'Isaline B en favori. Concernant les dispenses possibles pour la mutuelle de l'entreprise, le salarié peut refuser la mutuelle de l'entreprise s'il est assuré par ailleurs, même si l'autre mutuelle n'est pas obligatoire pour les ayants droit. On est dans les cas de dispense, là, je pense. Alors, les cas de dispense, ils sont réglementés. Par exemple, on a le site servicepublic.fr qui liste précisément les cas de dispense. Si le salarié entre dans un cas de dispense, eh bien, il peut demander la dispense à son employeur, pardon.
Et dans les cas de dispense, il y a le fait d'être sur un contrat de travail inférieur à 12 mois, le fait d'être à temps partiel avec un salaire qui n'atteindrait pas, avec le fait d'être à temps partiel et le fait que le montant de la cotisation atteindrait au moins 10% du salaire. Bref, il y a un certain nombre de règles précises. Allez jeter un coup d'œil sur le site servicepublic.fr. Alors, une question aussi de Myriam K concernant toujours la vérification des justificatifs. Comment justifier que la vérification du RIB a été faite? Je pense qu'on parle en fait du cas du paiement en fait par Oui, paiement. oui, le dernier point qu'on a vu. Eh ben, sur le RIB, il doit y avoir le nom de la personne. Et le fait qu'elle est titulaire ou co-titulaire. Donc, je pense que c'est ce qui est marqué sur le RIB. Donc, vous gardez la photocopie du RIB. Je pense que c'est cette vérification-là qu'il faut faire. Une autre question aussi d'Augustin, par rapport à l'augmentation du plafond de la sécurité sociale. Est-ce qu'il n'y a pas une conséquence sur les coûts de la mutuelle santé, de la complémentaire santé, qui, de mémoire, sont calculés en pourcentage du PMSS? Alors oui, il y a différentes modalités de calcul des cotisations pour la complémentaire santé, dont celle-ci, qui est assez fréquente, c'est-à-dire un pourcentage calculé sur le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. Donc oui, il y a une incidence qui est liée aux modalités du contrat. Ça fait 2 ans, effectivement, que les montants n'ont pas augmenté, alors que les dépenses, elles, ont augmenté. Oui, bien sûr, il y a effectivement une incidence, on est d'accord. Et une demande de Claire pour rappeler en fait la différence entre défraiement et remboursement repas. Alors, les défraiements, quand on parle de défraiement, ça renvoie souvent à un montant forfaitaire. C'est-à-dire, par exemple, l'allocation forfaitaire prévue par l'URSSAF, qui en deçà d'un certain montant, 20,20 € pour le repas au restaurant, reste exonéré de cotisation sociale. A contrario, quand on parle d'un remboursement de repas, on imagine que c'est un remboursement au réel, et donc on attend la facture du salarié pour le rembourser au réel du prix qu'il a payé au restaurant. Une question aussi de Philippe. Est-ce que les règles de couverture sociale des intermittents et des pigistes sont les mêmes? Elles sont très proches. Les artistes et les techniciens intermittents du spectacle et les journalistes rémunérés à la pige ont un régime de prévoyance et l'accès à une complémentaire santé qui est assez similaire, avec une cotisation qui est due sur les fiches de paye par les employeurs et qui est versée à Audience Santé Prévoyance, et qui permet justement, et c'est ça la particularité finalement, que ce soit aux artistes, aux techniciens intermittents ou aux journalistes rémunérés à la pige, d'avoir une couverture, quand bien même ils ne sont pas sous contrat de travail. Une autre question de Nolwenn qui est toujours en lien avec l'augmentation du plafond de la sécurité sociale. Doit-on revoir nos calculs du coût de la mutuelle Audience pour les salariés au régime général du fait de l'évolution des plafonds de la sécurité sociale? Ou est-ce que Audience enverra les nouveaux coûts aux entreprises sous contrat? Ah oui, je comprends. Alors, soit il faut voir ce qui est marqué dans votre contrat. Si dans votre contrat, il est marqué, je dis n'importe quoi, le prix de la couverture, c'est 3% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans ce cas-là, votre logiciel, il va être mis à jour automatiquement dès lors que vous allez changer le montant du plafond. Donc, il n'y a pas d'information particulière. Audience envoie une information particulière si le contrat change ou si tel ou tel prix change, comment dire, de manière particulière. Une question aussi de Véronique concernant l'abattement. Faut-il avoir impérativement un justificatif des frais repas ou autres lors de chaque représentation ou lors des répétitions antérieures à la représentation? Eh bien, Véronique, bonne question. Merci. On ne sait pas. On n'a aucun détail là-dessus. Je pense qu'il faut rester avec notre bon sens. Dès lors que l'on considère que tel justificatif est lié avec l'activité professionnelle du salarié, il devrait être valable. On ne peut pas dire plus. Une question de Vincent, toujours sur l'abattement pour frais professionnels. Est-ce qu'un employeur peut-il unilatéralement décider de ne pas appliquer l'abattement pour frais professionnels? Alors, ça, c'est très intéressant.
est-ce qu'un employeur peut décider de ne pas appliquer l'abattement pour frais professionnels? La réponse est oui. L'abattement pour frais professionnels, c'est pas un droit pour les salariés. Donc, l'employeur qui déciderait de ne pas appliquer l'abattement pour frais professionnels, ben, il n'en parle pas et c'est plus un sujet. Alors, il y a aussi une question qui rejoint un peu, enfin, qui revient un petit peu de temps en temps, une question de Blandine concernant l'abattement qui est difficile à gérer. L'abattement va disparaître à court terme. Peut-on anticiper en tant qu'employeur en refusant de pratiquer cet abattement à partir de 2023? Ben, même réponse, effectivement. Ce n'est pas un droit pour le salarié, étant donné que pour le coup, ça minore ses droits sociaux. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. Donc effectivement, l'employeur peut tout à fait décider de ne pas l'appliquer. Alors, on a fait le tour des questions que j'ai mis en favori. J'espère avoir regroupé par thème. Mais écoute, je crois que oui, tu as fait un bon boulot là-dessus, je pense. Après, oui, aussi des remarques concernant, enfin, c'est plus des questions ou des remarques ou des, comment dire, des... Ah, je tombe sur la question de Gilles, je me permets. Je travaille dans le sud de la France et le prix d'un repas est bien supérieur au prix d'un repas à la moyenne française. Peut-on ajuster ce montant par région? Non. Si on parle des allocations forfaitaires de l'URSSAF, c'est 20,20 €, c'est le prix, c'est la limite c'est le montant de l'allocation forfaitaire au-delà de laquelle il y aura des cotisations sociales sur ce que vous versez. Donc non, on ne peut pas bouger ce prix. Hein. Isaline revient sur des... Oula, ça bouge beaucoup. J'ai perdu la question. Il y avait une question d'Isaline. Voilà. Mince. Alors, il y a beaucoup de questions. Je perds un peu le fil. Je suis désolé. Aucune mention dans le contrat n'est nécessaire si l'abattement n'est pas appliqué par l'employeur. Réponse à Isaline, oui, absolument. On n'en parle pas, donc c'est pas un sujet dans le contrat de travail. Alors Anita revient aussi un peu sur le sujet. Y a-t-il un document officiel prouvant que l'employeur peut choisir de ne pas appliquer l'abattement? Non, je ne connais pas de document officiel qui dit ça. Alors j'avais noté qu'il y avait aussi des personnes qui n'avaient pas reçu la fiche explicative sur la partie prévoyance. Sachez qu'on a les coordonnées en fait quand vous envoyez un petit message, donc je ferai le nécessaire et je renverrai les documents manquants à ces personnes qui n'ont pas reçu. Okay. Colin nous dit la convention collective SVP prévoit 16 € le forfait repas. Doit-on appliquer 20,20 €? Non, c'est vous qui décidez. Si vous versez les 16 € ou les 20,20 €, ça ne changera rien dans le sens où, que ce soit 16 € ou 20,20 €, c'est un montant forfaitaire qui n'excède pas, pour le coup, les 20,20 €. Donc, il n'y aura pas de cotisation sociale là-dessus, dès lors qu'effectivement, le salarié a bien été il a bien été dans la nécessité d'aller au restaurant. Bon, je vois que la fiche explicative, ça déchaîne les passions, donc il y en aura pas mal à renvoyer. Je pense que si on pourra la trouver sur le site internet, j'imagine. Ouais. Ou sinon, enfin, qu'est-ce qu'elle dit cette fiche? Non, mais attends, il faut faire simple. Que dit cette fiche explicative? Elle dit que si vous avez mis en œuvre, c'est très simple, si vous avez mis en œuvre votre régime de prévoyance par le biais d'une décision unilatérale de l'employeur, d'accord? Donc c'est vous qui avez rédigé ce document, vous devez vérifier que dans ce document, il est bien indiqué noir sur blanc que, en cas de suspension du contrat de travail indemnisé par l'employeur, les garanties prévoyance et santé continueront à être dues aux salariés. Voilà schématiquement ce qu'il faut vérifier. Alors, sachez aussi qu'il y a beaucoup de demandes à ce sujet-là. Peut-être qu'on pourra le rajouter peut-être dans le support ou peut-être qu'on pourra mettre un lien ou un renvoi sur le support qui sera téléchargeable. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à ce que cette fiche soit mise sur le site internet d'audience dans la rubrique des fiches pratiques. Voilà. OK? Pas mal de... Ok, alors le support, c'est pareil. Hein, le support, il sera téléchargeable. J'ai remis le lien, je vais le remettre une nouvelle fois. Le support est téléchargeable sur le site. Les anciennes vidéos, on peut les revoir aussi sur YouTube. Parce qu'il y a beaucoup de questions aussi générales. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'informations qui peuvent être revues sur les précédentes webconf qui ont été diffusées, qui ont été faites et qui sont disponibles sur YouTube. Je vais mettre le lien tout de suite.
Oui, je pense notamment, il y a des questions sur les frais professionnels. Je pense notamment à la webconférence que l'on avait animée sur les frais professionnels, que vous pouvez revoir soit sur Webikeo, soit sur le site. Absolument. Mais écoutez, merci à toutes et à tous pour votre attention. Bonne fête de fin d'année. On se retrouve le 18 janvier pour notre prochaine webconférence. Et pour information, Philippe et moi, nous serons, si tout se passe bien, au BIS à Nantes début janvier. Donc, pour les personnes qui y passeraient, on pourra se boire un petit thé ou un petit café et échanger sur le site. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne À très fête. Au revoir. bientôt.